Richard Fandikian. Alain Juppé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. À l'occasion de la sortie de vos mémoires dans un ouvrage intitulé « Une histoire française » publié chez Talandier, vous vous livrez sur plus de 40 ans de vie publique. Cette histoire française, c'est la vôtre. Française parce que vous racontez l'amour pour votre pays, votre culture, vos racines. 400 pages d'une grande sincérité, malgré la contrainte que votre devoir de réserve en tant que membre du Conseil constitutionnel vous impose. L'ancien Premier ministre que vous êtes dévoile ses blessures, ses ambitions, ses regrets, ses bons souvenirs à Matignon, mais aussi son histoire landaise et aquitaine, son attachement viscéral à Bordeaux, une présence de 25 ans en qualité de maire et une transformation majeure de la ville. Vous détaillez votre parcours politique, mais aussi votre famille recomposée, ainsi que votre foi de catholique agnostique. Alors en écrivant ce livre, quel aspect de votre histoire française vous aura le plus marqué, Alain Juppé? Difficile de répondre à votre question, puisque c'est un peu l'histoire de ma vie, au moins jusqu'en 2019. Mon enfance d'abord, bien sûr. J'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse, studieuse, mais aussi très protégée au sein de la cellule familiale et sur mon terroir landais auquel je suis extrêmement attaché. Et puis pour choisir, puisque vous m'y incitez, bien sûr mes 24 ans ou un peu plus à la tête de la municipalité de Bordeaux qui m'ont apporté énormément de satisfaction personnelle, humaine et collective. Alors vous dites, les hommes politiques ont une image détestable, en France comme ailleurs, réputés inefficaces, impuissants, menteurs. Il y a des moutons noirs, mais au fond des choses, ils sont mus par la recherche du bien commun et le sens du service public. Alors le message que vous souhaitiez adresser concerne avant tout le respect que vous inspire l'engagement politique ? J'ai du respect pour l'engagement politique et il est nécessaire qu'aujourd'hui des jeunes gens, des jeunes femmes de qualité songent à s'engager politiquement parce que l'engagement politique c'est tout simplement le service du bien commun. Vous avez raison de rappeler, je le fais moi-même dans mon livre, que la classe politique, à supposer que ce soit une classe, n'a pas une très bonne réputation dans nos pays comme ailleurs et vous avez fait la liste des reproches qu'on lui adresse. Mais je crois fondamentalement, pour bien connaître les hommes et les femmes politiques, que ce qui les anime au fond d'eux-mêmes, c'est le sens du service public, c'est la conviction qu'ils peuvent aider à améliorer la situation, sinon la vie, du moins les conditions d'existence de leurs concitoyens. Voilà pourquoi il faut remettre à l'honneur l'engagement politique qui est aujourd'hui parfois décrié dans toutes les démocraties, hélas. Alors vous maintenez dans votre livre que le clivage droite-gauche existe toujours. Vous dites qu'il existe bel et bien une différence entre la pensée de droite et celle de gauche. Alors qu'auriez-vous envie de dire à ceux qui prétendent le contraire et qui disent que le clivage gauche-droite n'existe plus ? Écoutez, je leur conseille de lire deux livres, le mien d'abord, ça ne vous surprendra pas, et celui que Pierre Moscovici vient de signer qui s'appelle « Nos meilleures années ». Pourquoi est-ce que je vous parle de Pierre Moscovici? Parce que le hasard fait que demain, nous sommes aujourd'hui le 13 novembre, enfin le 14 demain, nous allons faire une conférence croisée, si je puis dire, devant les étudiants de Sciences Po. Nous allons nous adresser l'un à l'autre devant les étudiants. Or, comme moi, dans cet ouvrage, Pierre Moscovici montre bien que nous n'avons pas les mêmes références politiques, que les références de la gauche et les références de la droite ne sont pas les mêmes. Ses héros à lui, c'est Léon Blum, c'est Pierre Mendès France. Oui. Les miens, c'est plutôt le général de Gaulle ou Georges Pompidou. Donc vous voyez, je crois qu'il y a encore des sensibilités différentes, même si le clivage entre les grands partis de gouvernement, le parti gaulliste d'un côté et le parti socialiste de l'autre, se sont, je vais dire, hélas, un peu effacés. À Matignon, vous décrivez une tension permanente avec des décisions à prendre tous les quarts d'heure. On vit dans une sorte de bulle, pas comme quand on est maire. Alors, est-ce que cela veut dire que le mandat de maire, contrairement à d'autres mandats, est celui qui vous aura permis de vous sentir au plus proche de la réalité que vivent nos concitoyens, Alain Juppé ? Bien sûr. Quand vous êtes maire, vous êtes au contact permanent, quotidien de vos concitoyens. Un contact qui est direct, sans intermédiaire. Lorsque vous êtes ministre, vous êtes toujours un peu dans une bulle, vous avez autour de vous des services de sécurité ou des collaborateurs qui vous protègent. Quand vous êtes maire, il faut aller au contact direct et il faut aimer ça, bien entendu. J'ai beaucoup aimé ça dans ma belle ville de Bordeaux. Et puis, ce qu'apporte aussi
le mandat local, le mandat de maire, c'est la satisfaction de pouvoir réaliser les projets qu'on a présentés à ses concitoyens. Vous faites une campagne électorale, vous vous engagez à réaliser tel ou tel investissement ou telle action nouvelle. Eh bien, comme vous avez la durée en général, lorsque vous êtes élu maire, lorsque vous faites plusieurs mandats, vous voyez le résultat de vos initiatives. Et c'est ça qui est extrêmement gratifiant et qui permet de mettre un contrepoint à cette accusation d'inefficacité qu'on adresse parfois aux hommes politiques. Les maires peuvent être efficaces. Alors votre vie politique aurait pu être couronnée par le poste suprême, celui de président de la République, ce qui paraît logique en observant votre parcours, Premier ministre, également plusieurs fois ministre, mais la dernière marche n'aura pas été franchie lors des primaires de novembre 2016 alors que tous les feux étaient au vert. C'est François Fillon qui sera désigné par les militants. Alors, vous êtes-vous remis de cet échec à la primaire LR et aujourd'hui, il y a cette confession au journal Le Monde. J'aurais bien aimé être président. Les sondages vous promettaient l'Élysée qui était à portée de main. Alors, en réalité, vous étiez fait pour ça, pour la présidence de la République, Alain Juppé. Mais dites-vous, vous n'aviez pas la niaque suffisante. Peut-être étais-je fait pour ça, je vous laisse cette appréciation. En tout cas, j'en avais envie parce que c'était l'aboutissement normal du parcours politique qui avait été le mien. Et j'étais prêt à assumer les contraintes que cela représente. Bon, j'ai fait une campagne pour la primaire qui m'a laissé énormément de satisfaction. J'ai sillonné l'ensemble de la France, de tous ces départements métropolitains et ultramarins. Oui. J'ai eu des milliers et milliers de contacts et je n'en éprouve aujourd'hui aucune amertume. Ça n'a pas marché. Bon, je porte moi-même la responsabilité de cet échec. J'ai essayé de l'analyser dans mon livre. Il y a plusieurs raisons sans doute à cela. Mais bon, je regarde ça avec sérénité. Ça a été pour moi une très belle période. Et puis, voilà, je suis passé à autre chose. Alors vous êtes membre du Conseil constitutionnel qui joue un rôle fondamental dans la défense des libertés dont il est le garant. Deux Bordelais, Montaigne, Montesquieu, mais aussi Tocqueville, Aron font partie de vos références littéraires. Vous dites « Ils étaient des hommes libres et la liberté est un bien rare aujourd'hui ». Pour vous, la droite, c'est l'amour viscéral de la liberté. Alors la liberté, c'est ce qui fait la force et la chance de la France, selon vous, Alain Juppé? Nous ne réalisons pas suffisamment la chance que nous avons de vivre dans une démocratie qui respecte les libertés individuelles et les libertés collectives. C'est une chance de plus en plus rare sur la surface de la planète, où l'espace géographique des démocraties ne cesse de se rétrécir au profit, entre guillemets, des régimes autoritaires. Or, moi, ce qui m'a toujours animé dans la vie politique, c'est ça, c'est cette passion de la liberté que j'hérite de mes grands anciens, Montaigne, maire de Bordeaux, mais aussi Montesquieu et tous ceux que vous avez cités. Or, ces libertés, aujourd'hui, elles sont fragiles, elles sont menacées. Elles sont menacées par la crise de la démocratie représentative que nous vivons chez nous comme ailleurs, comme aux États-Unis par exemple. Elles sont menacées par la montée des fanatismes, des extrémismes et même de l'hystérie contre laquelle je me bats en prônant la pondération et la modération. Et elles sont menacées par certains usages de l'intelligence artificielle qui nous apportent des progrès absolument magnifiques, mais aussi qui constituent un poison redoutable. Voilà pourquoi il faut se battre aujourd'hui pour la démocratie, parce que c'est un bien rare. J'ajoute que la liberté, ou le libéralisme, pour utiliser ce mot qui n'a pas toujours bonne presse, ça n'est pas la jungle, ce n'est pas la licence. Il y a des règles à respecter, il n'y a pas de véritable liberté sans une régulation, et c'est ce à quoi, évidemment, une institution comme le Conseil constitutionnel veille, puisque nous passons notre temps à concilier des principes fondamentaux de liberté avec d'autres exigences constitutionnelles pendant le Covid, par exemple. D'un côté, la protection de la liberté d'aller et de venir et de la liberté d'entreprendre, et de l'autre côté, la protection de la santé publique. Alors, vous consentez dans ce livre à lâcher quelques informations sur votre vie sentimentale. Vous êtes très attaché à votre famille, une famille recomposée, mais pas conflictuelle, dites-vous. Mais est-ce que la politique et la famille font bon ménage? Comment parvenir à concilier vie politique et vie familiale? Oh, c'est un peu une évidence, hein. Quand on est un homme politique, on est taillable et corvéable à Bercy, on passe pas beaucoup de soirées en famille. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé mon année au Québec en 2005-2006, parce que là, j'avais retrouvé véritablement la possibilité d'une vie de famille régulière et chaleureuse. Et puis bon, on s'adapte, bien entendu, et tous les hommes politiques ne sont pas en situation d'échec dans leur famille. J'ai avec mes enfants des relations très, très affectueuses et comme je l'ai écrit aussi, et comme vous l'avez souligné, je suis arrivé à en faire en sorte que dans ma première famille et dans ma deuxième famille,
entretiennent des liens qui sont des liens de considération réciproque, même le mot d'affection peut-être excessif, j'en sais rien, mais en tout cas de joie de vivre ensemble. Quels enseignements pensez-vous que les lecteurs d'une histoire française peuvent tirer de votre livre en ce qui concerne le paysage politique actuel en France, Alain Juppé? J'ai parlé de mon éloge de la pondération, de la modération, qui n'est pas la mollesse, qui est tout simplement le fait de réfléchir, de garder son sang-froid, de peser le pour et le contre, d'écouter le point de vue des autres et ensuite de décider. Mais ce à quoi je suis très attaché aussi, c'est cette idée d'engagement politique et surtout, c'est par ce mot que je termine mon livre, par l'espérance. Nous vivons dans un monde où matin, midi et soir, on nous raconte que tout va mal, que tout fout le camp, que tout s'effondre, que la France est en voie d'affaissement. Nous avons des problèmes. Nous avons des défis gigantesques à relever, c'est vrai, le climatique, migratoire, j'ai parlé des défis numériques, mais nous avons des atouts tout aussi considérables et c'est donc cette vertu d'espérance pour résister à l'adversité, pour se battre pour construire un monde meilleur qui fait le ressort même de l'engagement politique. C'est cela que je voudrais communiquer aux jeunes en particulier qui m'écoutent lorsque je vais dans une université faire un topo devant un amphi. Voilà, ne baissons pas les bras, c'est dur, mais c'était pas mieux avant. Quand on regarde comment le XXe siècle a fonctionné, on peut se dire que ce n'était pas non plus une période idyllique. Alors, qui est l'héritier d'Alain Juppé aujourd'hui? Ça, je me garderai bien de répondre à cette question. Joker. C'est Édouard Philippe? C'est Édouard Philippe? Ça m'amènerait à prendre position dans le débat politique, et notamment dans la perspective des prochaines élections présidentielles. Et comme vous l'avez rappelé en commençant, mon statut de sage m'interdit de le faire. Donc voilà, il y a des hommes de qualité, c'est tout ce que je veux dire. J'entends souvent dire que aujourd'hui les politiques sont des médiocres. Ce n'est pas vrai. Il y a des médiocres, il y en a toujours eu, mais il y a aussi des gens de qualité, un petit peu dans toutes les formations politiques, et notamment dans celles auxquelles j'ai appartenu. Et Édouard Philippe a toutes les qualités, selon vous, pour devenir président de la République? Vous ne me ferez pas sortir de mon devoir de réserve, mais il sait très bien ce que je pense. Dernière question, Alain Juppé. Avec gravité à la fin de votre ouvrage, vous vous interrogez sur l'âge, la maladie, la fin de vie. Vous qui êtes un grand défenseur de la laïcité, quelle place aura été celle de la religion dans votre vie? Grande, bien sûr, je l'ai expliqué, dès mon plus jeune âge, j'étais enfant de cœur et j'ai toujours gardé avec l'Église catholique un lien particulier. Parce que la France a des racines chrétiennes, c'est absolument évident. Le nier, c'est nier la réalité. Quand je me déplace, comme beaucoup d'entre vous, je pense, dans les villes françaises, je vais souvent voir les cathédrales. C'est une réalisation absolument prodigieuse que ce réseau de cathédrales à travers le pays de France comme à travers la chrétienté européenne. Donc nous avons été marqués par cela. Aujourd'hui, les choses ont évolué, il y a une forme de déchristianisation, mais en même temps, il y a une recherche de la spiritualité dans notre société. Et donc c'est cela que j'ai voulu dire quand je dis que je suis un catholique agnostique, attaché à ses racines et en même temps en recherche. J'admire beaucoup ceux qui ont la foi, parce que la grâce est tombée sur eux. J'admire beaucoup ceux qui ne croient pas du tout. Voilà, ils ont des certitudes. Moi, je suis un peu entre les deux. Je cherche, et comme vous le dites à la fin de mon livre, je me demande si j'ai encore beaucoup de temps pour trouver. Eh bien, ce sera une conclusion. En tous les cas, je rappelle le titre de votre livre, Une histoire française, publié chez Talandier, un livre dans lequel vous vous retournez sur votre passé afin d'observer et raconter votre parcours sans confession croustillante ni aucun règlement de compte. Un livre chaleureux, sensible et d'une grande sincérité. Merci Alain Juppé. Merci à vous. Richard Fandikian.